L'affaire de la corruption de parlementaires européens, de syndicalistes européens et d'ONG, de membres d'ONG dirigeants européennes, toutes dans la galaxie, disons, socialiste, au sens large, est énorme. Et c'est la raison pour laquelle la presse internationale en fait aujourd'hui ses titres. Alors commençons par les faits. Plusieurs personnes ont été arrêtées, perquisitionnées. Parmi ceux-ci, la vice-présidente socialiste grecque du Parlement européen, qui a été incarcérée. Le socialiste européen, donc wallon en l'occurrence, Marc Tarabella, qui lui a été perquisitionné. Les accusations sont de corruption par l'émirat du Qatar. Voilà, ça ce sont les faits qui sont aujourd'hui disponibles, je dirais, ou allégués. Alors quand on parle aux gens de questions, il faut toujours se souvenir de la présomption d'innocence. Nous ne sommes pas des gauchistes qui jugeons et condamnons sur les réseaux sociaux. Cela ne se fait pas. Quand vous avez un mouvement comme MeToo qui expliquait qu'il fallait croire une femme parce qu'elle est une femme dans tous les cas, ça c'est la négation de l'état de droit, c'est du lynchage. Nous ne sommes pas dans cette démarche. Il faut respecter la présomption d'innocence, pas parce qu'on a peur d'avoir des ennuis si on ne le fait pas, mais parce que la présomption d'innocence c'est quelque chose de fondé, c'est quelque chose de vrai. C'est pas parce qu'une personne a été arrêtée, c'est pas parce qu'une personne a été interrogée, c'est pas parce qu'une personne a été perquisitionnée qu'elle est coupable. Alors, un point quand même, c'est que lorsqu'on est parlementaire européen, on ne peut pas être incarcéré s'il n'y a pas eu de flagrant délit. Donc dans le cas de la vice-présidente incarcérée socialiste grecque du Parlement européen, effectivement, il y a un peu plus que des présomptions. Quand il y a flagrant délit, il y a flagrant délit. Je pense que le mot est assez clair. Alors je pense qu'on peut voir dans cette affaire à la fois un fait énorme et le symptôme de quelque chose qui est probablement beaucoup plus important. Le dirigeant de l'organisation Transparency International a fait un communiqué que j'ai trouvé particulièrement éclairant. Il explique que le Parlement européen vit dans une situation d'impunité sur le plan de la corruption et que le bureau du Parlement européen, soutenu par une majorité de parlementaires européens, fait systématiquement obstacle à la mise en place de toute mesure de contrôle sur le plan éthique, donc de la corruption, des membres du Parlement européen. Et donc on se trouve dans cette situation dans laquelle le groupe, c'est le deuxième plus grand groupe du Parlement européen, le groupe socialiste, plusieurs membres du groupe socialiste, y compris dirigeants européens, sont soupçonnés, et dans le cas de la vice-présidente, encore une fois, on est un peu au-delà des soupçons, d'avoir été corrompus par le Qatar. Alors, c'est humiliant, d'une certaine façon. Le Qatar est un tout petit pays qui fait 2 millions d'habitants, PIB, je crois que c'est 180 milliards par an. Ils ont de l'argent pour un petit pays, mais c'est un tout petit pays. L'idée que le Parlement européen, si arrogant, si moralisateur, si ceci, si cela, se laisse aussi aisément corrompre par ce petit pays est, je le dirais en tant qu'Européen, profondément humiliante. Alors c'est un fait, mais je crois que c'est également et surtout un symptôme. Le symptôme de deux choses. D'abord la faillite de la presse. Une fois de plus, on doit constater que la presse n'a pas fait son travail. Quel est le travail de la presse? C'est pas simplement d'être le notaire de ce que fait la justice, c'est d'être un contre-pouvoir. Alors contre-pouvoir, pas seulement des partis de droite, contre-pouvoir du pouvoir, c'est-à-dire interroger le pouvoir quand il y a effectivement des indices et des signes d'un problème, d'un délit ou de crime. Alors ici, dans le cas qui nous occupe, avant même que la justice ne déclenche ces perquisitions, arrestations, incarcérations, vous avez un certain nombre de membres du groupe socialiste européen qui ont commencé par condamner la Coupe du Monde au Qatar et qui, en l'espace de quelques jours, se sont mis à faire la louange du Qatar, à vanter les mérites du Qatar, à tresser des lauriers au Qatar. Sur quel motif? Je vous le donne en mille, la qualité de ces réformes dans le domaine du droit du travail. Alors, il faut se rappeler que d'après le Guardian, c'est vraiment l'organe de référence à gauche au Royaume-Uni. Depuis l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar il y a 10 ans, il y a 6500 travailleurs, la plupart d'origine étrangère, asiatiques en l'occurrence, qui sont morts sur les chantiers du Qatar, la plupart dans des conditions atroces, c'est-à-dire du fait de la chaleur. On les faisait travailler quand il y a 50 degrés, ils avaient des problèmes respiratoires, ils étaient déshydratés et ils sont morts. 6500 morts. 6500 morts. La presse n'aurait-elle pas dû, voyant des socialistes européens, grecs, wallons, venir chanter les louanges des conditions de travail au
Qatar, se poser des questions, peut-être interpeller les socialistes en question pour leur demander si tout cela a du sens ou quel était le motif réel de ces louanges tressées, de ces lauriers tressés à l'émirat du Qatar. Donc, malheureusement, faillite de la presse. Alors, le symptôme, surtout, de ce que le Parlement européen est le maillon faible. Je citais ici à l'instant le dirigeant de l'organisation qui fait de l'excellent travail, Transparency International. Le Qatar, c'est une petite chose. Vous avez d'autres acteurs nettement plus professionnels, nettement plus pensés dans la durée et qui ont des objectifs nettement plus ambitieux en Europe, qui sont actifs. Le principal d'entre eux, à ma connaissance en tout cas, c'est évidemment la Russie. Depuis 20 ans, la Russie poursuit deux objectifs stratégiques en Europe. Le premier est la destruction du nucléaire civil européen. Le deuxième est l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste. Pourquoi? Parce que ça met l'Europe à la merci du gaz russe. Ça en fait un client obligé, asservi au gaz russe. Et effectivement, les Russes sont arrivés à leur fin. C'est exactement la situation dans laquelle on se trouvait au jour de l'invasion de l'Ukraine. Il se trouve que ces deux objectifs stratégiques de la Russie, donc du gouvernement, du régime autoritaire russe en Europe depuis 20 ans, sont non pas congruents, non pas confluents, sont identiques et dans le même ordre de priorité, avec les deux objectifs des mouvements, organisations et partis écologistes en Europe, la destruction du nucléaire civil, que les écologistes exècrent, et l'interdiction de l'exploitation du gaz de schiste. Il faut aller au-delà. L'ancien secrétaire général de l'OTAN, l'ancienne secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères américaine, Hillary Clinton en l'occurrence, ont accusé le régime russe d'avoir massivement financé les mouvements écologistes en Occident. Il faut aller encore au-delà. En Allemagne, deux fondations écologistes, au moins pour ce que l'on en sait d'après la presse allemande, ont été financées massivement, deux fondations écologistes, financées massivement par le gouvernement de la Russie via Gazprom, qui est la principale entreprise active dans le domaine des énergies fossiles russe. Et on parle de 10 millions dans le premier cas et de 200 millions dans le cas de la deuxième fondation écologiste en question, dont les dirigeants sont les dirigeants des principales organisations écologistes en Allemagne. Allons encore au-delà. En Belgique, l'actuel ministre fédéral de l'énergie est l'ancienne associée à 50% d'un cabinet d'avocats Blixt, dont l'un des clients les plus, disons, proéminents était Gazprom. Nous savons maintenant que le Parlement européen est effectivement le maillon faible. Peut-on imaginer que ce que les Russes ont réussi dans un pays aussi difficile d'accès, en tout cas c'est ce que l'on pensait, aussi malaisé à corrompre que l'Allemagne, ils ne l'ont pas au moins tenté au niveau des institutions européennes? Peut-on imaginer que c'est un hasard si les institutions européennes depuis 20 ans se sont appropriées cette idée de disqualifier le nucléaire civil de manière systématique, alors que c'est une source d'énergie, la seule pérenne, qui n'émet pas de CO2, et que, dans le même temps, les institutions européennes nous expliquent que le CO2 produit par l'homme est le grand défi de notre temps. Il y a là une contradiction flagrante. Donc je pense que, pour voir les choses aussi de manière positive, la presse, sur le sujet que je viens ici d'évoquer, la Russie en Europe depuis 20 ans, et en particulier au sein du Parlement européen, a un sujet absolument magnifique, a l'opportunité de retrouver ce qui fait sa raison d'être, et qui est la justification dans des pays comme la France ou la Belgique du subside public qui est donné à ces groupes de presse, a l'opportunité de renouer avec sa raison d'être, c'est-à-dire être un contre-pouvoir, pas seulement au parti et aux idées de droite, comme c'est trop souvent le cas, un contre-pouvoir au pouvoir, quelle que soit l'identité politique et idéologique de celui qui l'exerce. Donc oui, je crois, et je terminerai sur cette conclusion, que cette affaire du Qatar, de la corruption des institutions européennes au plus haut niveau, en l'occurrence dans leur composante socialiste par le Qatar, est absolument dramatique. Enfin, il y a pas de mot assez fort, je crois, pour décrire le sentiment, comme je le disais, d'humiliation qu'on peut ressentir par rapport à cela, mais que c'est surtout le symptôme d'un mal, je dirais, probablement beaucoup plus profond, et j'en ai donné ici un exemple qui, je crois, sera inévitablement traité, mais gagnerait à l'être maintenant sans autre délai, c'est-à-dire l'influence du gouvernement russe sur les institutions
le cas échéant corruptrice, sur les institutions européennes depuis 20 ans. À bientôt.